Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Impact IA. Aujourd'hui, je suis avec Louis Deschaines de chez Cossette. Bienvenue. Salut, enchanté. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Cossette, peux-tu nous introduire un peu à cette compagnie-là? Oui, c'est une agence de communication marketing intégrée. Ça veut dire quoi intégrée? Ça veut dire qu'on couvre la plupart, sinon la grande majorité des disciplines de communication marketing. Fait qu'autant des développements de solutions numériques, du placement de l'achat média, de la création publicitaire, du design, du branding, des relations publiques. Fait qu'on couvre très large. On est une agence qui est basée au Québec, qui a été fondée à Québec en 1972 et qui aujourd'hui est principalement au Canada. On a 5 bureaux à travers le pays. Et puis, voilà, c'est une agence de communication marketing. La raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui, bien évidemment, c'est pour parler d'IA. Bien sûr. Et dans un domaine vraiment intéressant pour parler, entre autres, de l'IA génératif. Comment vous avez vécu l'explosion de l'IA génératif chez Cossette? Je te dirais qu'on le vit encore, on l'a vécu puis on le vit encore, mais c'est fou quand on regarde même la progression des 12-18 derniers mois. Nous, on a commencé ça quand même, je ramènerais ça peut-être à il y a 18 mois justement, où est-ce qu'on a lancé un projet interne qu'on a appelé Allo IA, essentiellement avec la volonté de se mettre à défricher, à explorer, à découvrir, à tester, expérimenter et à commencer à développer le muscle à l'interne ou le réflexe chez nos talents de dire « Hey, l'IA, qu'est-ce que c'est? Découvre, essaie de te familiariser davantage avec ça. » Puis, à travers cette familiarisation-là, on a dit, OK, est-ce qu'on en fait des projets pilotes? On commence à faire des projets pilotes. À travers ces projets pilotes, évidemment, on a eu des observations, des bons coups, des moins bons coups, pour être capable, après ça, de se mettre de plus en plus à systématiser l'utilisation de l'IA. Donc, plutôt que de dire, je le fais dans un seul ou deux projets pilotes de façon isolée, comme on l'utilise de façon plus continue sur la plupart de nos projets, je dirais que c'est là qu'on est rendu dans notre courbe de maturité. Donc, on continue en parallèle à faire des projets pilotes puis tester plein de nouvelles solutions, nouvelles possibilités en IA, mais on est rendu à une phase, nous, on est rendu à la phase Go IA. Donc, tantôt, je te disais Allo IA il y a 18 mois. Ce qu'on a annoncé à nos gens là, dans les derniers temps, c'est que, OK, là, on continue, comme je te dis, à expérimenter, mais là, on l'utilise de façon plus systématique. Okay, fait que c'est l'entièreté des employés qui ont accès à des outils d'IA. Oui, exact. Tu nous parles un peu des outils, il y a différents créateurs. Oui, exact. En fait, c'est vaste. Hein? Je le qualifierais en deux grandes familles. Il y a les outils d'entreprise. Nous, on est sur la plateforme Google Workspace. Donc, de facto, à même la suite d'outils Google. Donc, ce que je veux dire par entreprise, c'est le système d'utilisation pour notre messagerie, pour nos courriels, tout ça, là, exactement. Monter les présentations dans Google Slides, Google Docs, exactement. Bien, à même ça, maintenant, il y a des capacités d'IA, il y a des outils. Pensons à Gemini, par exemple. Nous, on a déployé Gemini partout à tous nos employés. Puis on a formé nos employés, mais on a aussi, ce qu'on a commencé, c'est créer des groupes de pratique. Donc, à même les différents métiers, la façon dont tu vas utiliser l'IA peut varier parce que tu ne fais pas le même métier. Et donc, à travers ces groupes de pratique-là, on commence à partager des études de cas, de dire, même entre pairs, entre collègues, on organise, excusez le terme anglais, mais des lunch and learn, où est-ce que tout d'un coup, on dit, moi, je fais le même métier que vous tous. Voici, j'ai commencé à l'utiliser de telle façon. Je vous donne le truc, puis utilisez-le de même. Vous allez voir, ça fonctionne bien. Ça, je vous dirais, c'est une des meilleures techniques d'adoption. Oui, la formation plus classique, mais cette notion-là de dire, hey, moi, j'ai fait ça, puis ça marche pas bien, puis je m'en sers tout le temps. Ah, oui, OK, regarde, je vais l'utiliser moi aussi. C'est vraiment une belle technique. Parce donc que ça vient des pairs. Il y a un exemple qui est parlant. Puis il est concret, on s'entend. C'est vraiment la notion concrète. Toujours est-il que donc, je te disais deux grandes catégories. Tu as des outils, des solutions d'entreprise comme, mettons, Gemini, qui est utilisé par tout le monde. Puis après ça, par pratique, par métier, tu as des outils plus spécifiques. Restons dans Google, par exemple. Il y a un outil qui permet de faire de la production, de la réalisation vidéo qui s'appelle VO3, la plus récente version étant 3. Ça, c'est pas tout le monde qui utilise VO3 parce que pas tout le monde qui est en production, création publicitaire. Fait qu'on a plein d'outils qui, après ça, deviennent plus spécifiques selon les métiers. Fait qu'on a deux catégories, entreprise puis par métier. Est-ce que tu trouves que quand vous avez déployé l'entièreté de l'IA, autant justement avec VO3, les outils un peu plus créatifs, est-ce que vous trouvez que l'IA est créative? C'est une super bonne question. Nous, la façon qu'on le voit puis qu'on le positionne surtout à l'interne, c'est plus comment est-ce que ça peut stimuler la créativité humaine. Donc,
on ne voit pas tant l'IA comme fait la créativité, déploie de la créativité ou développe de la créativité à ma place, parce qu'on reste un peu sur notre appétit jusqu'à maintenant. Mais plus de dire, parce que j'ai accès à ça, ben, ça m'ouvre des nouvelles possibilités. Donc, par exemple, avec l'IA maintenant, on est capable de produire des scènes, prendre une vidéo par exemple, des scènes qui préalablement on aurait de la misère à produire pour différentes contraintes, que ce soit des budgets, que ce soit c'est trop compliqué, ça se fait pas. Mais là aujourd'hui, c'est possible, mais la créativité, donc ça ouvre la possibilité à une plus grande créativité, mais la créativité vient de l'humain. T'sais? Donc, on se sert de cette possibilité-là, mais c'est plus un outil, c'est plus une façon de donner vie à la créativité humaine que l'inverse. Donc, pour répondre à ta question, pas vraiment. Non, on ne s'en sert pas vraiment en ce moment comme... On ne s'en sert pas pour sa créativité propre à l'IA comme telle, mais plus comme un levier, un effet de levier pour rendre possible des idées qu'avant, il n'aurait peut-être pas été possible. Puis comment les artistes à l'interne chez Cossette ont vu l'arrivée de ces outils-là? Parce que ça n'a pas dû être facile en premier abord. Je te dirais que même je te parlerai de ça au présent. C'est encore pas si évident, mais la courbe d'adoption est rendue bonne. On sait beaucoup, je pense que la plupart de nos équipes en création l'utilisent d'une façon ou d'une autre. Après ça, il y a plein de trucs là-dedans. Il y a la curiosité naturelle des talents. Chacun n'a pas le même intérêt naturel pour la technologie, puis l'innovation, puis les nouveaux outils. Fait que ça vient jouer en ligne de compte. Mais la vérité, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se met à utiliser l'IA puis qu'on l'exploite dans le cadre de nos projets, il y a des questions quand même qui émergent. Une question évidente, possiblement qu'on peut discuter ensemble, c'est OK, est-ce que je suis à l'aise d'utiliser l'IA générative, des outils d'IA génératifs, pour recréer des humains, par exemple, dans des pièces publicitaires? Comment vous êtes positionné par rapport à ça? Bien, nous, à date, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné, dans le fond, des règles d'éthique, des orientations, disons, autour de l'utilisation d'IA pour essayer de baliser un peu à l'intérieur de Cossette qu'est-ce qu'on voit comme étant acceptable, puis qu'est-ce qui est une zone grise, puis qui nécessite qu'on se questionne un peu, puis qu'on en débatte. Mais si j'avais à te résumer les grands principes, parce que nous, dans le fond, la création qu'on fait, c'est pour le bénéfice de nos clients. On crée des campagnes, par exemple, pour des marques. La première, c'est la transparence. Du moment où on utilise l'IA d'une façon ou d'une autre dans un projet, on va ouvrir le dialogue avec nos clients. On va dire « Hey, on s'apprête à utiliser, prenons VO3 tantôt, l'exemple qu'on je donnait, qui est un outil de Google qui permet de faire de la production vidéo. Ben, hey, je m'apprête à utiliser cette technologie-là. Est-ce qu'on est à l'aise? » Mais nous, on est transparent 100%. La deuxième, donc, c'est de le travailler étroitement avec les clients, parce que d'un client à l'autre, eux autres aussi, ils ont leur propre a priori, ils ont leur propre considération, puis c'est pas la même d'un client à l'autre. On s'assure à tout moment d'avoir une validation humaine. Donc, toutes les étapes, tous les livrables, toutes les pièces, au fur et à mesure qu'on utilise l'IA, il y a toujours un regard humain qui dirige. Okay? Puis, on fait des choix technologiques aussi avec, on est consciencieux quand on fait nos choix. Je te donne un exemple. Par exemple, il y a des outils aujourd'hui qui ont fait des grands efforts puis qui se sont assurés d'avoir des bonnes pratiques quant au respect des droits d'auteur, par exemple. Ben, nous, mettons. Fait que nous, on va aller plus vers des outils comme ça que des outils un peu plus rebelles qui disent on s'en fout, on est rendu à l'ère de l'IA puis c'est pas important. Ben, on est consciencieux là-dedans. Parce que on pourrait avoir envie d'utiliser justement les modèles chinois que eux se sont pas trop posé de questions sur les droits d'auteur. Exact. Mais nous, humblement, on a quand même, nous, un bon volume d'activités au pays. Puis on veut prendre notre responsabilité par rapport à ça, puis justement être respectueux. On respecte énormément les talents, les artisans, les créateurs. Donc, comment est-ce qu'on respecte les droits d'auteur? On pense qu'on a un rôle important à jouer là-dedans. Je reviens à l'exemple des humains dans l'utilisation de l'IA. On veut aussi être respectueux des artisans, des artistes, quand vient le temps de répliquer ou pas, ou de créer des humains en l'utilisation, en ayant recours à l'IA. Ça aussi, on se pose des questions. Fait que pour répondre à la question d'origine, comment c'est en progression, mais je te dirais que constamment, tous les jours, il y a des situations, des zones grises, où on a à se re-questionner, puis à voir, OK, comment on s'assure qu'on respecte les lignes directrices qu'on s'est données. Jusqu'à maintenant, as-tu remarqué que vous aviez un gain soit de temps ou de qualité? À date, il y a un certain gain d'efficience. Le gain de qualité comme tel, c'est plus... quand je dis efficience, c'est plus une notion de rapidité, parfois.
Mais ce qu'on se rend compte, puis ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que, prenons par exemple, mettons que vous et moi, là, toi et moi, on a besoin de, je sais pas, on veut créer une nouvelle campagne publicitaire, puis on veut faire une vidéo pour ça. C'est très facile demain, de faire un prompt, puis de donner un prompt à un ou l'autre de ces outils-là, puis il va te proposer une vidéo. T'sais. Mais rapidement, si tu n'as pas un certain niveau de sophistication, et surtout si tu n'as pas l'expérience, les talents, les connaissances, pour être capable de bien aborder chacune des particularités de cette vidéo-là, donc de choses aussi spécifiques que c'est quoi les angles de caméra, c'est quoi la lumière que je veux, c'est quoi l'approche de réalisation, c'est quoi les références que je pourrais avoir en tête, bien, si j'ai pas ça, puis j'amène pas ça, ça va donner une vidéo très générique qui va être la même que toi, qui va être la même que le voisin d'à côté, puis là, bien, il n'y aura pas de différenciation. Fait que quand tu me demandes est-ce que ça améliore la qualité, ça permet plus rapidement, puis peut-être parfois plus efficacement de donner vie à une idée, de la tester, de voir vers où ça peut nous mener. Mais la qualité repose encore sur la créativité humaine jusqu'à maintenant. Est-ce que vous l'utilisez comme un outil pour faire des brainstorming, par exemple? Oui, exact. Ou pensons par exemple à ce qu'on appelle nous des storyboards. Donc, mettons que j'ai besoin de te proposer, hey, voici une pièce publicitaire, ça va être une vidéo par exemple. Voici comment on le découperait, voici un peu des références de scène. Parfois, c'est difficile quand je te le raconte juste en mots, puis j'ai plus ou moins d'images en tête. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de dire hey, regarde, voici, je t'ai fait une base. Ça ne sera pas exactement ça qu'on aura comme vidéo, mais au moins, les équipes, les clients sont capables de dire OK, je comprends la genre de vidéo que tu veux faire. Ils sont capables de se référer à une animatique ou une vidéo préliminaire. Ça, c'est sûr que c'est facilitant. Parce que là, tout le monde a une idée un petit peu plus claire que OK, ça va ressembler à peu près à ça. T'sais. Le danger, je te dirais, c'est de ne pas se limiter à ça. C'est-à-dire de ne pas dire ah ben regarde, je t'ai fait un scénario préliminaire, puis je t'ai fait une vidéo pour être capable de te démontrer à peu près à quoi ça va ressembler. Mais arrêtons-nous pas là, poussons la créativité. Là. Ça, c'est la version de base. Est-ce que c'est déjà arrivé que justement des clients. Ben oui, c'est comme ça fait un job, puis on devrait être. Non. On est capable de pousser ça plus loin, puis il y a un niveau de détail important. Puis je reviens à l'exemple que je te disais tantôt, c'est que si on est allé juste de façon générique, juste parce qu'on voulait démontrer rapidement à quoi ça ressemblerait, c'est pas suffisant. Parce que rapidement, ça voudrait dire qu'une autre marque ou un autre artisan serait capable d'arriver avec à peu près la même résultante. Puis nous, notre job dans la vie, c'est d'être capable d'aider les marques à se démarquer, à se différencier, puis être capable de rejoindre une audience par rapport aux produits ou aux services qu'ils ont à offrir. C'est quoi la perception des clients par rapport à votre utilisation de l'IA? Qu'est-ce que tu veux dire par perception? Dans le fond, est-ce qu'ils sont ouverts d'esprit? Que justement, tantôt, tu parlais d'avoir de la transparence avec vos clients. Est-ce que c'est déjà arrivé avec des clients qui disent non, on ne veut absolument pas avoir d'IA on a des processus? Oui, on a des clients aujourd'hui qui sont plus fermés que d'autres. On a des clients, c'est très variable. Le niveau d'appétit, mettons, là, par rapport à l'utilisation de l'IA est variable. Je te dirais que la grande majorité ont un bon niveau d'ouverture aujourd'hui. C'était moins vrai quand je te disais qu'on a commencé ça à peu près il y a 18 mois, 2 ans. C'était moins vrai. Encore une fois, je me répète, mais il y a des zones plus grises là, où est-ce que, mettons, quand il est question de répliquer des voix, répliquer des humains, là, c'est quand on s'approche de l'humain ouais, vraiment. S'accrocher. Mais tu sais, mettons que j'utilise des objets, puis j'ai besoin de mettre en scène des objets, puis j'ai utilisé l'IA pour animer, par exemple, des objets, je sais pas, mettons, des voitures, peu importe. Il y a une moins grande sensibilité. C'est encore drôle. Prenons cet exemple-là, par exemple. T'sais, nous, on a BRP comme client. Okay, BRP, c'est, on va dire, produits récréatifs. C'est eux qui sont derrière les skidoo, les motoneiges, les sidous, les motomarines, etc. Mais il y a un niveau de sophistication dans ces produits-là, on s'entend. Il y a un niveau de qualité, surtout eux, d'innovation, d'ingénierie. Fait qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire « l'IA, on va prendre n'importe quelle motomarine, puis ça va faire la job. » Non. Au contraire, la qualité. Oui, puis on veut pas ça. Puis l'IA n'est pas capable de répliquer ça nécessairement parce que c'est un savoir-faire, puis c'est un niveau de qualité, puis de précision qui est vraiment important. Fait que les objets, je te dirais, mis à part cette réalité-là, plus grande ouverture, mais il y a des zones sensibles encore. L'autre fois, tu me parlais, on se parlait au téléphone, puis tu as mentionné le Smart Persona. Oui. Tu nous en parler un peu? Oui, exact. C'est que nous, on va aller au-delà juste de dire, OK, on fait la même chose qu'on faisait déjà, mais on utilise des outils d'IA. On veut prendre part à l'IA. C'est-à-dire qu'on appelle ça, nous, assembler des solutions. C'est que, de plus en plus, il y a une certaine démocratisation de l'IA, c'est-à-dire, l'exemple que je te donne tantôt, Google Gemini, tout le monde peut avoir accès à Google Gemini. Okay? Fait que
donc, étant donné qu'il y a cette démocratisation-là, nous, on va être capable d'amener un niveau de valeur ajoutée à nos équipes à l'interne puis à nos clients. Puis c'est pour ça qu'on assemble des solutions. Donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, du moins dans le type d'entreprise qu'on est, de développer puis d'investir à développer notre propre IA propriétaire spécifique à nous. Mais en ayant accès à différentes technologies déjà existantes, on peut les combiner, on peut réfléchir puis amener notre créativité puis notre innovation pour amener un niveau de valeur ajoutée additionnel à des solutions déjà existantes. Puis là, on amène une valeur ajoutée de plus à nos clients. Smart Persona, prenons cet exemple-là. Grosso modo, c'est que nos clients font constamment, puis nous, avec nos équipes à l'interne, on a constamment des activités puis des questionnements par rapport à qui on s'adresse avec une campagne, par exemple. C'est qui cette audience-là? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle se comporte, etc. Fait que oui, il y a encore beaucoup d'activités qui se font en ce qu'on appelle en recherche marketing. On peut faire des focus group, on peut faire de la recherche quantitative, etc. Mais pour aller chercher, mettons, une rétroaction plus rapide, on a développé justement un outil qui s'appelle le Smart Persona, qui est essentiellement, on développe des personas à l'aide de données synthétiques qui répliquent la clientèle que l'une ou l'autre de nos marques ou des clients qu'on accompagne veulent rejoindre. OK? Fait que, mettons, tu es une marque X qui veut rejoindre, une clientèle d'étudiants universitaires. Bien, avec notre outil de Smart Persona, on va créer un persona d'étudiant universitaire, puis on va être capable d'échanger avec lui. Comme si tu parlais à quelqu'un, comme via, mettons, un outil de chat ou un outil d'un LLM, mettons, comme ChatGPT, par exemple, mais il va te répondre avec un regard puis avec un ensemble de caractéristiques propres à un étudiant universitaire. Cossette, ça existe depuis longtemps. Je présume que vous avez énormément de données. Ouais. Avez-vous réussi à valoriser justement ces données-là qui sont peut-être analogiques en ce moment ou les données plus numériques, mais qui a une quantité absolument astronomique? C'est vraiment une excellente question. Et justement, oui, d'ailleurs, on est très fiers. On vient de recevoir une subvention de Scale AI, qui est un organisme justement qui sert à promouvoir puis à favoriser l'utilisation de l'IA au pays, au Canada. Et ce projet-là consiste à essentiellement piger puis valoriser cet actif-là auquel tu parles, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances puis des informations qu'on a pour une entreprise comme la nôtre qui existe depuis 53 ans. On n'a pas tout numérisé, honnêtement, mais si tu prends même juste les 25 dernières années, on a énormément d'informations, que ce soit des études de cas, des recherches, des stratégies qu'on a pu faire, des idées créatives qu'on a pu développer. Mais tout ça, en ce moment, c'est pas structuré nécessairement pour qu'on puisse, que quelqu'un chez nous puisse facilement avoir accès à ça puis aller chercher une valeur à travers toute cette masse-là d'informations. Donc, avec le projet qui nous a été octroyé via Scale AI, on travaille avec une firme qui s'appelle Hivelighter et qui va nous permettre justement d'interroger notre savoir, d'interroger ce capital-là, ce capital intellectuel, puis et valoriser donc toute cette information-là. On va pouvoir être capable, mettons, je te donne un exemple, on travaille avec un client en tourisme, puis on dit « Ah, il me semble qu'il y a, il y a 2 ans, il me semble qu'on avait travaillé sur telle affaire en tourisme, puis on avait fait une étude, puis... » Mais là, tu reposes sur le savoir de 1 ou 2 personnes qui, par hasard, se souviennent qu'il y avait eu lieu, qu'on avait fait ce mandat-là. Peut-être même qu'il y a une de ces personnes-là qui n'est plus chez nous. Fait que comment on la retrouve, cette information-là? Comment on y a accès? Bien là, on va régler ce problème-là avec le produit qu'on est en train de mettre sur pied avec Hivelighter pour avoir accès à notre richesse interne, dans le fond. Tu penses quoi de la personnalisation à grande échelle, de justement pouvoir offrir des campagnes publicitaires vraiment spécifiques à une démographie spécifique? Si tu me demandais, Louis, c'est quoi le futur du marketing? C'est ça le futur du marketing. Oui, c'est utiliser l'IA, mais c'est être capable, c'est avec l'IA, on va être capable d'aller chercher un niveau de granularité, puis surtout, avec les capacités qu'on a avec les technologies d'IA aujourd'hui, un niveau de production puis de déploiement qui va permettre exactement ça. Donc, c'est-à-dire que une marque aura toujours son image de marque, c'est grand, son positionnement, la façon dont elle va communiquer, mais après ça, elle pourra, dans un avenir très proche, s'adapter d'un client à l'autre, d'un individu à l'autre. C'est ça qu'on appelle la personnalisation à grande échelle. Vous avez fait des projets concrets? On est là-dessus, oui, on est là-dessus. Puis ça existe déjà sans nécessairement avoir utilisé l'IA. Par exemple, nous, on travaille avec la SAQ. Je ne sais pas si tu es un client de la SAQ, mais si tu es membre du programme d'expérience client qui s'appelle SAQ Inspire, bien aujourd'hui, déjà, sans nécessairement utiliser l'IA, c'était déjà possible, à l'aide
de données de transactions, de données de consommation, de différentes sources de données autres, d'être capable de personnaliser, par exemple, des offres commerciales, personnaliser des contenus, des conseils. Tu sais, c'était déjà possible. Je te dirais, là, c'est que ça multiplie ces possibles-là avec l'IA. Et surtout, c'est que ça le rend plus facile. Tu sais, c'est-à-dire qu'on est capable d'automatiser, on est capable de créer à grande échelle, puis de déployer plus efficacement avec les nouvelles technologies. Si on se projette dans 5 ans, de quoi tu penses que... Comment Cossette va utiliser l'IA dans 5 ans? Je pense que c'est une bonne question. J'ai de la misère à dire ça va être quoi dans 3 ans. Fait que 5 ans, c'est loin. Ce qui est certain, c'est qu'on va être passé de j'utilise l'IA dans un métier ou dans une tâche en particulier à ma tâche n'est plus la même, mon métier n'est plus le même. Tu comprends? Donc, les flots de travail, les types de métiers, les types de compétences, ça ne sera plus juste, je fais comme avant, mais maintenant j'ai des outils pour m'aider. C'est que ça va être un nouveau métier. Donc, on va regarder Cossette dans 5 ans, puis on va regarder la structure d'organisation, on va regarder les métiers, puis ça va être très différent des métiers d'aujourd'hui. Parce que l'IA va avoir changé les métiers, tu comprends? Pas juste j'aide un métier existant, j'ai changé le métier. Ça, c'est pas juste votre domaine, c'est partout. Absolument tous les domaines. Puis, il y a un des enjeux que je voulais discuter avec toi, c'est celui des juniors, justement, ceux qui sortent de l'école. Comment ils font pour se développer alors que l'IA est très, très bonne à faire des tâches qui sont plus simples? Oui. Je te dirais que nous, on a un peu moins ce problème-là parce que les gens qu'on accueille chez nous vont venir faire, par exemple, de la stratégie, de la création, tout ça. Fait qu'on a encore besoin beaucoup de la capacité humaine, même si certains, tu as raison, certains ont des tâches un peu plus, répétitives. Mais nonobstant ça, je te dirais que moi, je le vois autrement. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre et qui est junior, elle est ou il est plus natif avec cette technologie-là que nous. Donc, normalement, plus familier, plus ouvert, plus en mesure de l'utiliser rapidement que quelqu'un, mettons, sans avoir des billets, des gens qui font un métier, par exemple, depuis 30 ans, puis que c'est plus compliqué ou c'est une gestion de changement plus importante, premièrement. Deuxièmement, parce qu'elles ont accès à des outils d'IA, aujourd'hui, elles sont capables de développer leur courbe d'apprentissage, à mon avis, est beaucoup plus rapide. Donc, c'est beaucoup plus rapide de passer de junior à un junior plus qu'il y a quelques années où est-ce que il faut que j'apprenne des autres, etc., mais j'ai moins d'outils pour m'aider. Fait qu'au contraire, moi, je pense que les juniors, en tout cas, chez nous, on en accueille encore beaucoup, puis c'est pas un frein, au contraire, ils deviennent des juniors plus ou des intermédiaires, disons-le comme ça, plus rapidement qu'avant. Penses-tu, il y a eu un peu un backlash avec le festival d'été, je ne veux pas trop en parler, mais penses-tu que c'est quelque chose qui va arriver plus souvent ou moins souvent dans le futur? Mais par rapport au festival d'été, je pense que ce qui est intéressant et qui est nécessaire, c'est qu'il y ait un débat de société. T'sais, soyons honnêtes, le niveau d'acceptabilité sociale, même dans notre industrie, on en parle depuis qu'on a débuté ensemble, est variable. Il y en a qui sont plus confortables, d'autres moins confortables à utiliser certaines fois l'IA. Mais je pense que comme société, c'est sain d'avoir ces débats-là. Puis donc, que, mettons, l'utilisation de l'IA dans une plateforme de com comme le Festival d'été de Québec crée ces débats-là, puis qu'il y a des points de vue, puis qu'il faut qu'on en parle, puis qu'est-ce qui est acceptable, puis pas. Moi, je trouve ça sain, honnêtement. Puis je pense que ça force même notre industrie, nous comme entreprise, mais l'ensemble des organisations aussi, à se poser ces bonnes questions-là, puis à se dire, OK, une fois que ces conversations-là, ces débats-là ont lieu, qu'est-ce qui est la bonne voie, puis qu'est-ce qui est des trucs qu'on veut continuer à se questionner. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que hier, j'étais à All-In, cette semaine, c'était All-In à Montréal. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui, justement, ils se sont posé la question, qui ont fait un choix, comme vous l'avez fait, de ne pas utiliser l'IA pour recréer des humains, soit la voix, le visage, même les clones. Souvent, je parle des clones. J'utilise personnellement des clones, des avatars pour créer des vidéos de moi-même sur YouTube. J'ai l'impression que cet enjeu-là est adressé en ce moment par plusieurs personnes. Tu as raison. Je pense aussi, pour être transparent, que ça va évoluer avec le temps. Il y a des choses où l'humain a besoin de s'adapter au changement, puis de mieux comprendre, puis d'accepter. Puis il y a des choses peut-être qu'on acceptera plus un jour, puis d'autres qu'on va dire non, on va rester sur nos positions. Fait que ce qui est fou, c'est la rapidité. Tu le vis plus que moi. C'est fou. Juste rester au courant, rester pertinent puis contemporain, c'est une job. Fait que nous, on est chanceux, on a 800 talents au pays, fait qu'on est capable, comme je te dis, d'avoir des groupes de pratique puis de partager. Mais c'est du stock, là. C'est ça, c'est une job à temps plein juste de suivre toutes les évolutions.
Mais ça ne favorise pas toujours non plus la gestion du changement. C'est-à-dire que c'est comme si c'est constamment itératif. Ouais. C'est-à-dire que je viens de me familiariser avec telle façon d'utiliser l'IA. Ouais, mais ça, là, oublie ça, parce que là, on est rendu une étape plus loin. Puis là, on est une étape plus loin. Fait que c'est un bon défi humain. C'est un grand défi. C'est pas un grand défi technologique chez nous. C'est un bon défi humain de bien diriger ça, puis d'aller chercher cette acceptabilité-là, ce niveau d'adoption. Mais on n'est pas habitué nécessairement. En tout cas, moi, je te parle personnellement d'avoir à si souvent changer puis se remettre à niveau aussi régulièrement. C'est un bon défi. Vite. Ça va vraiment vite. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on devient des gens qui produisent beaucoup plus. On vient créer une quantité astronomique de données juste parce qu'on peut. C'est facile, c'est rapide. On peut faire plein de déclinaisons. Puis à un certain moment, je trouve que ça devient un peu déroutant de juste le flot de travail devient complexe. Puis honnêtement, trop d'informations. Trop de contenu. Parce c'est plus facile, soyons honnêtes, aujourd'hui d'en créer. T'sais. Fait que c'est pas mieux trop, là. On se noie là-dedans. Là. Ah, vraiment? Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus avec l'IA jusqu'à maintenant, dans les 3 dernières années? Mais tu sais, quand je te parlais des smart personas, le fait qu'aujourd'hui, on soit capable d'utiliser ce qu'on appelle, nous, des données synthétiques. Donc, c'est des données qui ne sont pas des données nominatives propres à toi puis moi, là, officielles, mais qui sont une réplique, dans le fond, d'une population. Puis à partir de ces données synthétiques-là, qu'on soit aujourd'hui capable, comme je le disais, avec un produit comme Smart Persona, d'interroger à travers un outil comme ça des personas représentatifs d'une partie de la population ou des consommateurs qu'on se rejoindre, je trouve ça fou, je trouve ça vraiment impressionnant. Ça m'impressionne vraiment que nos collègues aient réussi à faire ça. C'est sûr qu'après ça aussi, le fait que toutes les capacités d'IA en production, vidéo, images, les plus récentes avancées de Google dans cet univers-là, c'est impressionnant quand même. C'est ça, j'allais te donner comme exemple. C'est fou, là, tu sais. Puis, avant, c'était compliqué. Là, mettons que tu voulais changer une photo, fallait que tu te détours. C'était une job de bras quand même. Là. Fait que c'est impressionnant, mais tout ça, c'est pas mal impressionnant, je te dirais. Vraiment. Ça serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui n'a pas encore adopté l'IA au moment où on se parle? Oui, le conseil de base, je te dirais, c'est faut plonger. Faut plonger, mais c'est correct en parallèle de ça, de se poser des questions. Fait que c'est pas se plonger de façon aveugle. C'est de dire, OK, en quoi il y a vraiment une valeur? Où est-ce que ça peut m'aider? Comment je veux l'utiliser? Mais je pense que on n'a pas le choix d'être dans une démarche ou dans une attitude d'ouverture parce que c'est là pour rester et ça va continuer de se développer. C'est la curiosité, je te dirais, qui est le plus grand talent en ce moment. Vraiment? T'sais? Parce que je pense que les compétences des gens vont évoluer aussi rapidement qu'il y a. Qu'est-ce qui est important dans votre travail au day-to-day? J'allais dire au day-to-day. Je trouve le mot français. Oui, au quotidien. Au quotidien. Ouais. Mais exact. Puis la vérité, c'est qu'il faut expérimenter individuellement. C'est peut-être pas le bon terme, mais il faut jouer avec. Il faut se familiariser, même si tu as reçu de la formation puis ça. Fait que, de plonger, puis de tester, de jouer avec les différentes possibilités, puis de se poser des bonnes questions. Comment vous avez géré justement les enjeux un peu plus de sécurité par rapport à vos propres données, puisque des fois, c'est la propriété intellectuelle des clients. Ouais. Il y a quand même un enjeu ici. Et nous, dans le fond, tout usage d'une technologie d'IA doit passer par notre équipe de technologie, qui, elle, a une série de considérations. Fait que nous, il y a toute une liste d'outils qui sont bannis parce que ça ne passe pas la barre chez nous au niveau de la sécurité, l'utilisation des données, etc. Puis après ça, les outils qui sont autorisés, il y a la façon de les utiliser, elle est encadrée aussi. Puis là, ils sont cadrés de façon à ce qu'ils respectent nos environnements technologiques. Fait qu'on n'est pas dans le Far West. Là. On n'est pas en mode cowboy pantoute. On s'est doté d'une gouvernance, je te dirais. On n'a pas le choix parce que les données sont c'est un précieux, c'est un actif précieux, aussi à l'interne, puis parfois, ça peut être des données ou des informations de nos clients. T'sais. Fait qu'on prend ça au sérieux. En terminant, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire justement aux gens dans ton domaine ou n'importe quel domaine sur l'adoption de l'IA, la vitesse à laquelle ça va en ce moment? J'aurais surtout envie de leur dire que si je pense à Cossette, moi je pense que malgré tout ça, puis on est très emballé, puis je trouve qu'on progresse bien dans l'IA, c'est que notre atout le plus précieux, ça demeure la créativité de nos gens. Et donc, si on garde cette volonté-là, cette confiance-là,
Mais je pense que ça change le paradigme, puis ça fait qu'on est plus à l'aise puis plus confiant d'utiliser l'IA. Mais la créativité, elle part de l'humain. Et puis, après ça, ben, c'est juste des nouvelles opportunités. Fait qu'on est optimiste, ça ouvre de nouveaux champs des possibles, l'IA en créativité, dans le fond. Mais tout ça, ça part de notre atout qui est plus précieux qui est l'IA. Merci Louis de t'être joint à Impact IA. Ça a vraiment été un plaisir. Une belle discussion. À bientôt. Merci. Merci tout le monde. À la prochaine.